Auditrices et très chers auditeurs, petite petite intro vite fait pour vous dire que j'ai dû recommencer donc le montage vidéo. Donc je vous prie de m'excuser si voilà, vous avez vu des modifs. Mais c'est vrai que là, quand je me suis réécouté, en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait vraiment pas une bonne qualité de son. Voilà. Donc c'est mes premières fois, j'essaie de faire au mieux. Mais en tout cas, voilà, je vous la reposte et j'espère que ça vous plaira. Allez, ciao, bon épisode. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode où on va parler de la mission Artemis 2 et vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations très intéressantes qu'on va découvrir ensemble et vous allez voir que c'est vraiment fascinant et on pourrait se poser même des questions un peu spéciales, mais pourquoi prennent-ils autant de précautions pour préparer cette mission? Pourquoi ont-ils reculé d'un an? On va dire que c'était à la base, normalement, ça devait commencer en 2024 et puis ça a été repoussé en 2025. Et donc, on se pose un peu la question de pourquoi en fait ça prend autant de temps pour retourner sur la Lune ou même faire une orbite autour ou quelques orbites. On parlera aussi de la mission Gateway, donc c'est une station spatiale qui sera effectivement en orbite autour de la Lune, si elle n'est pas déjà en train d'être construite, bien sûr, je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les informations. Et bien sûr des bases lunaires et ainsi de suite. Il y a quand même pas mal d'infos sur lesquelles on peut discuter et échanger dans la section commentaires. Donc pour cet épisode, on va effectivement se concentrer dessus, mais avant de commencer, on va faire un point sur la chaîne, parce que c'est vrai que là, ça fait 2 semaines effectivement que vous n'avez pas eu d'épisode. Vous voyez que de temps en temps, et puis même dernièrement, ces derniers mois, je poste des épisodes de plus en plus espacés, on va dire, dans le temps. Et donc du coup, vous peut-être vous posez des questions de pourquoi je mets autant de temps. Alors, comme je l'avais déjà dit dans la FAQ, effectivement, j'ai un petit PC portable et il n'est pas prévu pour faire ce genre de montage vidéo que je vous fournis à chaque fois. Et c'est presque la limite. Et comme je n'ai pas encore les moyens d'acheter un vrai PC, voilà, j'ai pas envie de m'amuser à dépenser 500 balles dans un petit truc. Si je commence à acheter un PC, il faut qu'il soit performant et qu'il fasse le job. Donc pour le moment, je n'ai pas les moyens de l'acheter. Et dernièrement, j'ai eu quelques petits soucis avec le PC, j'ai dû le réinstaller, j'ai perdu pas mal de choses. Et donc c'est vrai que c'est assez compliqué, même si je m'y connais pas mal. C'est quand même compliqué, vu que je suis sous Ubuntu, des fois c'est un peu compliqué à gérer. Et dernièrement, pour la petite histoire, je voulais forcer l'installation de Shotcut sur la version noble de Ubuntu. Et malheureusement, ça a dégradé mon grub. Pour ceux qui connaissent, vous savez, c'est on va dire la partie graphique, je crois, qui permet d'afficher en fait le démarrage de Ubuntu. Et malheureusement, ça ne fonctionne plus. Tout est figé et je dois réinstaller le PC une nouvelle fois. Voilà. Donc c'est pour ça que là je suis sur mon téléphone. Il n'y aura pas on va dire une qualité de vidéo comme vous le voyez d'habitude, avec des images de transition, etc. Là cette fois-ci on va rester un peu simple et on parlera surtout de cet épisode. Allez, ça fait 3 minutes déjà. Voilà. Commençons déjà par la section numéro 1, le contexte historique et l'ambition de cette mission Artemis 2. Et donc, effectivement, elle commence, on va dire, le 20 juillet 1969, où l'humanité, en fait, a franchi une étape historique en posant le pied sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Et depuis cet exploit, en fait, aucun autre astronaute n'a marché sur cette Lune. Donc ça laisse un petit peu ce chapitre de l'exploration en suspense. Mais bon, aujourd'hui, 50 ans plus tard, avec ce premier pas, la NASA, en fait, elle est en collab, comme vous le savez, avec ses partenaires internationaux et se prépare donc à renvoyer des astronautes sur la surface de la Lune grâce au programme Artemis. Donc, ce dernier, il vise non seulement à ramener en fait l'humanité sur la Lune, donc bon, pas forcément y vivre en permanence et créer une seconde humanité sur la Lune, parce que à mon avis, ça me paraîtrait bien compliqué. Mais ça permettrait d'avoir des bases vraiment pérennes et de pouvoir extraire des minerais, de pouvoir faire des échanges commerciaux, etc., faire des visites pour les personnes un peu riches qui auraient les moyens de se payer des voyages, etc. Et puis aussi, dans ce programme Artemis, effectivement, ils espèrent établir une présence durable sur cette Lune, mais bon, c'est pas vraiment fait pour le commun des mortels, c'est plutôt fait dans un contexte commercial, la façon même de récupérer les minerais, comme je vous l'ai dit, ou même un pont en fait entre la Lune et Mars, quoi. Donc ça permettrait de créer des vaisseaux et de s'affranchir en fait
de l'atmosphère, de la Terre, et donc du coup on n'aurait pas besoin d'autant de carburant pour pouvoir s'échapper de la Lune, de l'attraction de la Lune. Allez, on va continuer donc. Cette mission Artemis, donc, qui était prévue à la base pour 2024, a finalement été repoussée à 2025. Et ça représente quand même une étape très cruciale dans ce projet, parce que c'est non seulement le premier vol habité de ce programme qui aura pour but donc, de tester les capacités du vaisseau spatial Orion. Peut-être que je vous mettrai une photo en piège, enfin en haut, excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude. Et aussi du puissant lanceur, un Space Launch System, donc le SLS, qui lui est conçu spécifiquement pour des vols habités en dehors de l'orbite terrestre. Donc contrairement à la mission Apollo 11, Artemis 2, en fait, il ne va pas déposer immédiatement ses astronautes sur la Lune, c'est ce que je vous disais en début d'épisode. Au lieu de cela, en fait, il va s'agir plutôt d'une mission de 10 jours, donc, où l'équipage va effectuer une boucle autour de la Lune, et donc après il reviendra sur la Terre. Et donc ce vol il permettra donc non seulement de vérifier que tous les systèmes nécessaires à la mission lunaire sont vraiment optimales et fonctionnent bien, et avec aussi des astronautes à bord pour la première fois depuis les années 70. Voilà. Donc ce programme Artemis il s'inscrit dans une vision plus large de l'exploration spatiale, puisqu'elle a l'objectif de ne plus simplement poser le pied sur la Lune, mais de créer, en fait, comme je vous l'ai dit, une infrastructure permanente autour de celle-ci, et qui permettra donc une construction future de station spatiale, donc la mission Gateway que je vous ai parlé, qui sera en orbite lunaire, et les bases permanentes qui sont prévues sur la Lune. Et Artemis aussi, bien sûr, pourra bien marquer donc, le début d'une nouvelle ère d'exploration spatiale qui va dépasser de loin l'ambition des missions Apollo. Ça, c'est clair. Allez, on va continuer sur la section numéro 2 maintenant, où on parlera donc des objectifs scientifiques et technologiques de la mission, et vous allez voir, c'est super intéressant. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour la deuxième section, dans un nouveau cadre, et on parlera donc des objectifs scientifiques et technologiques de cette fameuse mission Artemis. Donc elle est principalement axée, je pense que vous l'avez deviné, sur la préparation en fait des futurs atterrissages lunaires et aussi des projets scientifiques qui vont avoir lieu bien sûr avec le temps et des toutes dernières technologies qui vont être mises en place et inventées et surtout mises en application qui seront vraiment de très très grandes envergures. Ensuite, parmi les principaux objectifs, il y a la validation aussi des systèmes vitaux en fait pour l'équipage, parce qu'il va falloir tester si tout fonctionne bien, parce que quand on va commencer à faire des missions vers Mars, il va falloir bien évidemment avoir des systèmes qui soient vraiment très protégés, très sécurisés, et que tout soit prévu au cas où il y aurait le pire. Donc parmi les principaux objectifs, on va dire, comme je vous l'ai dit, c'est la validation des systèmes vitaux pour l'équipage, et ce vaisseau spatial donc Orion en fait qui va transporter donc ces astronautes sera équipé en fait d'une multitude finalement de technologies vraiment diverses et variées, et surtout en plus des technologies vraiment qui sont vraiment spécifiques, par exemple comme spécialisé dans la protection contre les radiations, les communications à longue distance, les communications très avancées, des systèmes de bord vraiment ultra avancés avec peut-être de l'IA à l'intérieur. Bref, voilà, je vous laisse imaginer un peu le degré de niveau de technologie qui pourrait être embarqué à bord de ce vaisseau. Et pour l'instant, bien sûr, c'est encore des hypothèses, on n'est pas encore vraiment sûr que tout va fonctionner correctement, mais c'est sûr que dès lors qu'on va faire ces premiers tests, ça risque d'être il y aura beaucoup de suspense et on va transpirer. Ça va être vraiment très compliqué à gérer tout ça. Donc tout doit être testé, donc bien sûr dans les conditions réelles du vide spatial bien sûr, et des radiations accrues de l'espace lointain. Il y a un autre objectif aussi qu'il faut parler, qui est d'ailleurs majeur, c'est celui de tester en fait les performances du lanceur SLS, que je vous ai parlé donc dans la section précédente. C'est vraiment le plus puissant qui a été construit par la NASA pour l'instant, et il doit non seulement propulser donc Orion hors de l'orbite terrestre, mais aussi fournir la poussée nécessaire pour l'insertion dans l'orbite terrestre, parce qu'il va falloir réduire en fait sa vitesse pour pouvoir s'adapter à la vitesse de rotation de la Lune et à pouvoir avoir une orbite propre, et après pouvoir ralentir pour pouvoir atterrir par exemple. Donc la réussite de ce lancement, donc bien sûr c'est crucial, c'est même d'ailleurs vital, et car ce même lanceur sera utilisé donc pour les futures missions, notamment Artemis 3, qu'on parlera dans un prochain épisode, et qui lui visera justement à poser ses astronautes sur la Lune en 2025 ou 2026 ou peut-être 2030. Bref, pour le moment, tout est un petit peu flou.
En plus de ces tests, Artemis 2 en fait, il va permettre d'étudier les effets donc, de l'exposition à long terme des humains dans l'espace lointain avec les radiations, alors que donc la station internationale, spatiale internationale pardon, est protégée donc par le champ magnétique terrestre. Les missions lunaires, on va dire que ça sera bien plus compliqué à gérer. Donc il va falloir avoir des matériaux, des systèmes de protection très avancés pour vraiment mettre en sécurité tous les astronautes. La mission elle devra mettre aussi à l'épreuve les protections contre les radiations, les conditions de survie dans l'espace profond et des connaissances essentielles donc pour les futurs voyages vers Mars. J'avais déjà prévu un peu le coup, puisque bien évidemment, je sais très bien que ce genre de mission, c'est juste fait pour aller sur Mars. La Lune, il n'y a pas... Bien sûr, il y a des choses à découvrir, à faire, ou à extraire, mais c'est pas vraiment l'objectif final des scientifiques ou de ceux qui ont les moyens de créer ces missions. Donc, enfin, la mission d'Artemis 2 donc, elle marquera le début d'une série de recherches scientifiques avancées sur la Lune. Le retour des astronautes sur la surface lunaire pourra permettre en fait d'exploiter donc on va dire des nouveaux territoires, notamment donc le pôle sud de la Lune qui est très difficilement accessible enfin, c'est ce que j'allais dire, mais en gros on y soupçonne fortement qu'il y ait des ressources d'eau, de glace d'eau, on va dire qu'il pourrait y avoir des glaces d'eau. Voilà, on peut dire ça comme ça. Dans les pôles, surtout au pôle sud, on soupçonne ça. Et donc ces ressources sont vraiment cruciales parce que on pourrait extraire cette eau ou la transformer pour pouvoir permettre la viabilité d'une habitation lunaire sur 6, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout dépend de ce qu'on va trouver et comment on peut l'extraire ou comment on peut le transformer. Pour la prochaine section, on va parler donc des défis, des défis et de l'impact à long terme du programme Artemis. Vous allez voir que ça amène quand même pas mal de sujets en plus, connexes, qu'il va falloir discuter par la suite, puisque effectivement ça ramène à d'autres types de recherches et d'autres types d'exploration. Et vous allez voir que tout au long des prochains épisodes, on en parlera aussi un petit peu de temps en temps. Je ferai un épisode là-dessus assez propre, assez détaillé, mais pas trop long, pour que vous puissiez avoir quand même des bonnes mises à jour, quoi. On peut dire ça comme ça. Allez, on se retrouve pour la section numéro 3. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas encore l'habitude de voir ma ganache quand je parle. Allez, à tout de suite. Allez, on va finir donc cet épisode pour la 3e section. On va parler donc des défis et de l'impact en fait à long terme du programme Artemis. Et vous allez voir que c'est assez intéressant aussi de se poser tout un tas de questions comme je vais vous les apporter. J'espère en tout cas que ça va créer un petit peu des questions ou des façons de penser sur la façon dont pourraient se passer ces types de programmes. Est-ce que c'est vraiment finançable? Est-ce que les gens vont accepter de mettre des milliards et des milliards alors que sur Terre déjà on commence déjà à galérer? Donc voilà, le programme Artemis pour le moment on va dire qu'il est ambitieux, il n'est pas sans défi, vous avez compris qu'il y avait quand même pas mal de défis à surmonter. L'un des principaux obstacles, c'est le coût astronomique de ces fameuses missions spatiales. Le développement du lanceur SLS, lui aussi, et du vaisseau Orion, c'est vraiment des dépassements de budget et des retards, comme je vous l'ai dit. Normalement, c'était prévu pour 2024. Et vous voyez, on a retardé à 2025 et peut-être que on retardera à 2026, etc. Il y a la NASA aussi, elle doit effectivement relever des défis vraiment techniques, tels que la conception des combinaisons spatiales, qui sont déjà en train d'être faites ou produites. Vous avez aussi ces fameuses combinaisons, donc comme je vous le dis, qui doivent être vraiment adaptées aux conditions extrêmes de la Lune, et la mise en place aussi d'infrastructures qu'il va falloir mettre en place avec tout un tas d'appareils pour une base lunaire durable, ou du moins pour pouvoir mettre en place des structures qui permettent en fait de commencer soit à extraire, soit à construire, soit à mettre en place une petite base. Ouais, voilà. Il va falloir commencer par le début de toute façon. Après, les retombées potentielles, bien sûr, de ces efforts, ça dépasse largement les difficultés qu'on pourrait rencontrer tout au long de ces missions. Si Artemis 2 déjà et les missions qui vont suivre réussissent, eh bien, elles pourraient vraiment radicalement transformer en fait notre compréhension de l'univers et surtout ouvrir la voie en fait à une nouvelle ère en fait de l'exploration humaine, dans l'espace, et commencer déjà à explorer un peu notre système solaire un peu plus précisément qu'on l'a fait dernièrement. Voilà, selon moi, on l'a pas encore bien fait, et je pense que maintenant on a la technologie pour explorer vraiment précisément chaque lune de notre système solaire, chaque planète, et peut-être Pluton aussi, qui est très lointaine. Donc le retour sur la Lune, bien sûr, permettra non seulement d'acquérir donc une meilleure compréhension de sa géologie, de son histoire,
de son passé et de développer aussi des technologies qui pourraient être essentielles pour les missions vers Mars, hein, et puis au-delà bien sûr. Peut-être Titan aussi, qui est vraiment intéressante. L'impact sociétal forcément de ce programme Artemis, il doit vraiment pas être sous-estimé, hein, parce que c'est quand même assez grandiose comme prouesse humaine. Si on arrive à faire ça, encore une fois, et en plus avec beaucoup plus de technologie et de précision, je vous laisse imaginer ce qu'on sera capable de faire dans 50 ans ou dans 100 ans. Voilà. Quand on va, quand on va renouveler, en fait, hein, si vous préférez, l'intérêt pour cette exploration spatiale, puisque pour l'instant, les gens sont préoccupés, vous voyez, ils ont pas mal de difficultés, et donc, même si ça les intéresse, ils sont pas forcément prêts à mettre beaucoup d'argent ou même mettre même un centime là-dedans, parce que selon eux, c'est pas leur priorité. Voilà. Donc la mission Artemis 2, avec son équipage diversifié et son objectif ambitieux, il va symboliser donc non seulement donc l'engagement international, si vous préférez, en faveur de la coopération dans l'espace. Donc on va travailler avec plusieurs partenaires, hein, qui viennent de différents pays, de différents continents. Et bon, bah voilà, on a des agences partenaires comme l'Agence spatiale européenne, le ESA par exemple, et d'autres acteurs aussi très importants. Il y a les Chinois, il y a les Russes, bon, bah, même si ça se passe pas très bien en ce moment, euh, il y a quand même une cohésion qui se fait en ce moment, hein. Même si effectivement c'est la guerre, ou c'est pas vraiment la bonne entente entre la France et la Russie. Voilà, il y a quand même encore des partenariats, pas sur les missions spatiales, parce que je crois que ça a été arrêté dernièrement, mais il y a d'autres projets qui sont encore en collaboration, si ça peut vous rassurer. Voilà, on va conclure un peu l'épisode un peu spécial, hein, comme je vous ai montré. Voilà, je voulais vous montrer un peu ma ganache pour cet épisode. Et l'Artemis, en fait, pour moi, c'est non seulement une mission spatiale, d'accord, hein, c'est une mission spatiale qui est vraiment hyper intéressante, mais c'est aussi, selon moi, un pas en avant qu'on va faire pour l'humanité. On va permettre réellement de concrétiser tout ce qu'on a mis en place depuis 40 ans pour pouvoir vraiment explorer correctement chaque lune, chaque planète de notre système solaire, et vraiment apprendre tout un tas de choses sur la structure de l'univers, comment s'est créé l'univers, comment s'est créé les planètes, etc. Vous avez vraiment là, il y a un potentiel en fait de connaissances qui va arriver d'un coup. Et je pense que d'ici 5-10 ans, on va se retrouver dans une nouvelle ère, quoi. On va vraiment découvrir des nouvelles choses qu'on n'aura pas soupçonnées avant. Voilà, donc c'est une étape déterminante, hein, donc vers un futur où l'exploration spatiale en fait ne sera plus limitée en fait à des excursions temporaires comme on l'a fait dernièrement, mais où l'humanité pourra vraiment bien s'installer, hein, de façon permanente au-delà de la Terre. Et donc justement, ça crée de l'enthousiasme, ça crée de la passion et de l'innovation, vous voyez. Et dans ce programme, en fait, en tout cas, ça permettra bien sûr on va dire, de redéfinir un petit peu ce qui était vraiment essentiel dans la recherche dans la recherche scientifique, hein. Voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon. Et donc, il a aussi le potentiel même de redéfinir notre place en fait dans l'univers, parce que si on découvre des choses incroyables, ça pourrait peut-être nous remettre un petit peu dans une place différente de celle auquel on pense. Voilà. Et voilà. Devenir une espèce interplanétaire, c'est ce que je voulais dire, c'est assez, controversant, je sais pas si on peut le dire, mais c'est vrai que le jour où on sera capable de faire ça, selon moi, c'est incroyable. Je veux dire, moi j'ai maté des séries quand j'étais jeune. Franchement, il y a des séries qui se rapprochent réellement de ce qui pourrait se passer dans 50 ans ou 100 ans, hein. C'est incroyable comment la technologie avance. Bref, on se retrouve donc pour un nouvel épisode, hein. Vous allez voir, je vous en fournirai un, je pense, d'ici une semaine, si tout va bien, si je n'ai pas de nouveau de problème. J'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu. Voilà. Et puis que, voilà, bon là je parais un peu fatigué, mais c'est tôt le matin. Donc je viens de me lever, voilà, je fais ça à la bonne heure. Et puis bah, je découpais un peu la vidéo un petit peu de temps en temps pour être tranquille. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que la chaîne vous passionne toujours autant. Vous avez tout un tas d'épisodes, hein, n'hésitez pas à aller parcourir les playlists différentes que je vous ai mises à disposition. Il y a un peu de vent, désolé. Mais vous allez voir qu'il y a tout un tas de sujets vraiment incroyables qui sont vraiment super intéressants, sur lesquels on pourrait échanger et discuter. Je pense que pour l'instant, la chaîne n'a pas encore assez d'abonnés. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore assez d'interaction, on va dire, avec les auditeurs. Mais j'ai quand même pas mal de questions qu'on me pose à chaque fois, en privé, bien sûr. C'est jamais en vrai commentaire, alors je comprends pas pourquoi. Mais je pense que je ferai une autre FAQ peut-être d'ici 2-3 semaines sur les questions qu'on m'a posées en off.
bien sûr sans révéler l'identité des auditeurs, mais voilà, je répondrai un peu à toutes ces questions et ça permettra de faire un peu le clair pour tout le monde, que tout le monde soit au courant de tout, quoi. Enfin, du moins des informations que je vous donne. Voilà, en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.